Ok. Alors. Un petit selfie. Hein? Un petit selfie. Allez bien. Ok. Ce chiour, c'est le troisième, c'est ça? C'est le troisième de notre sidra. Je l'ai intitulé l'effet miroir. Alors vous allez comprendre pourquoi l'effet miroir. Pour introduire, je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un berger, un jeune berger de 40 ans, qui n'a jamais ouvert un Sefer Kodesh, qui n'a jamais appris le Aleph Bet, et qui s'appelle Akiva. Il s'appelle Akiva. Akiva, il est voué à une vie très simple, très modeste, jusqu'au jour où il rencontre la belle Rachel. La belle Rachel qui va voir en lui bien plus qu'un berger. Elle va voir en lui un potentiel de gadlout, un potentiel de grandeur, d'un homme de la Torah. Et donc, elle va tout faire pour l'encourager à développer ce potentiel-là. Elle va se marier avec lui, en dépit des avertissements de son père. Elle va le remettre sur les bancs de l'école où il va commencer à apprendre la Aleph Bet. Et Léat, elle va l'aider à se construire et à grandir dans la Torah. Elle va l'envoyer loin, très loin, pendant 24 ans. Et là-bas, on a Akiva qui va devenir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva parce qu'il va grandir en Torah et il va former 24 000 Talmidim. Rabbi Akiva, il a un grand principe sur lequel il va fonder toute sa Torah. Klal Gadol Batorah, qui est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur ce pivot-là, c'est sur cet axe-là que Rabbi Akiva va fonder toute sa Torah. C'est-à-dire que chaque psak, chaque enseignement qu'il va donner, elle a comme base ce concept-là de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va revenir avec ses Talmidim après 24 ans. Et là, il va se passer quelque chose de terrible tragédie pour le Ham Israël. Une épidémie va s'abattre sur les Talmidim de Rabbi Akiva. Une épidémie va s'abattre. Les uns derrière les autres, 24 000, ils vont mourir. Près de 800, en faisant le calcul, ça fait presque 800 enterrements par jour, de Talmidei Chachamim, de Léador, c'était des très grandes têtes de la Torah. C'est des pertes énormes. On pose la question dans la Gemara, pourquoi les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts? Et qu'est-ce que la Gemara nous répond? Kilo na'agu kavod zelazeh. Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Et alors là, on s'arrête. Et on ne comprend pas. On ne parle pas de l'épicier, là. On n'est pas en train de parler, même pas du Rav, du shtetl. On parle des grands de la Torah qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, qui ont bu de Rabbi Akiva, qui ont mangé de Rabbi Akiva, qui ont respiré Rabbi Akiva, et sont Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Comment c'est possible que ces mêmes Talmidim-là, qui sont nés de ce Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ils arrivent à s'éteindre pour la raison qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. C'est complètement contradictoire. La réponse, elle est que ils n'ont pas utilisé ce concept qui était l'effet miroir. Et qu'est-ce que c'est cet effet miroir? C'est ça qu'on va expliquer dans le shiur. Quand Hachem est venu voir Sarah Imenu pour lui dire tu vas avoir un enfant, on dit que Sarah Imenu, quand le malach est venu la voir, qu'est-ce qu'on dit sur Sarah Imenu? Itzachaka. Elle a ri. Hachem va voir Abraham, il lui dit ta femme a ri, elle s'est moquée.
va l'avoir fait lui le reproche. Abraham arrive devant sa femme, il dit comment c'est possible que tu en arrives à être Mezalzelet, baiser, que tu méprises ce que le malheur t'a dit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nie. Elle dit non, c'est pas moi, c'est pas possible, j'ai pas ri. L'autre s'arracti, et on mérite l'eau. Elle lui dit clairement. Sarah Eminou, c'est pas une menteuse, on est bien d'accord. Donc là, il se passe quelque chose. Rav Dessler nous explique, et il nous dit en fait, Sarah Eminou, elle a pas menti. Seulement, elle a bémet ri à l'intérieur. À partir du moment où elle a ri à l'intérieur, elle a eu une pensée. Elle a eu une pensée que c'était pas de son rang, que c'était pas Matim, là, que ça ne lui correspondait pas de rire, de mépriser une chose pareille. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renvoyé la pensée qu'elle avait ri, elle l'a renvoyée immédiatement dans son inconscient. C'est comme si c'était rien passé. Non, non, j'ai pas ri. Ani Beseder Gamour, Ani Tzadika. Ani Tzadika. Cette pensée-là, elle l'a eue très rapidement et elle a envoyé tellement, elle a tellement refoulé que Bémet, quand elle vient voir Abraham, pour elle, elle est convaincue qu'elle a pas ri, que c'est l'onachon. Rav Dessler, il vient nous apprendre quelque chose de très grand. Il vient nous dire en fait, il vient nous expliquer un phénomène. Il nous dit l'être humain a l'être humain a une désolée, je trouve pas mes mots. Tendance. Voilà. Détention. Voilà, exactement. L'être humain a une tendance à une autoprotection. C'est-à-dire qu'il va chercher à éliminer les pensées dans lesquelles il ne se sent pas en confort avec ses pensées, les pensées qui lui sont inconfortables. Il va développer un système de protection pour ne pas être amené à faire face à une pensée dans laquelle ça le remet en question, dans laquelle il n'est pas bécédaire, dans lequel il n'est pas bien, en fait. Et Hachem vient voir Sarah et lui dit « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de te confronter à tes pensées. Parce que si tu t'y confrontes pas, tu ne peux pas t'arranger. Tu ne peux pas améliorer tes midotes. Donc tu dois savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu n'as pas le droit de te mentir. Tu n'as pas le droit de te mentir à toi-même. » Et comme Hachem veut qu'on avance et qu'on grandisse et qu'on parfait son monde, et que pour parfaire son monde, ça exige de nous parfaire nous-mêmes, il va nous donner des cadeaux. Et c'est quoi ces cadeaux? C'est des miroirs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je nais, jusqu'au moment où je meurs, jusqu'à 120 ans, je vais être sans arrêt rencontrer des miroirs. Qui sont ces miroirs? Ce sont mon mari, ce sont mes enfants, ce sont mon voisin, ce sont ma mère, ce sont ma belle-mère, ce sont toutes les personnes qui vont venir réveiller chez moi une émotion X, une émotion négative. Le Rav Dessler dit autre part, il nous dit comment c'est possible que pendant des siècles et des siècles, les Juifs n'ont jamais senti le besoin de revendiquer leur judaïsme face au peuple. Pourtant, c'est pas qu'ils ne souffraient pas. Oui, il y avait des pogroms, oui, il y avait des croisades, oui, il y avait l'Inquisition, oui, il y avait des souffrances. Et pourtant, le fait même de devoir prouver qu'ils valaient quelque chose en tant que Juifs, ils n'ont jamais ressenti ce besoin. Aujourd'hui, c'est là où on le ressent. Aujourd'hui, c'est là où on veut crier, où on veut montrer à quel point notre judaïsme est légitime. Et en fait, Rav Dessler, il dit, la raison, elle est que avant, les Juifs, ils savaient exactement qui ils étaient. Ils n'avaient rien besoin de prouver à personne.
À partir du moment où tu cherches à prouver la légitimité de ce que tu es, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as un manque. C'est que toi-même, tu n'es pas réellement convaincu de ta grandeur, de ta force. Eux, ils savaient exactement qui ils étaient. Ils vivaient les persécutions. Ils portaient des haillons. Ils vivaient dans la misère. Mais à l'intérieur, c'était des rois. Leurs femmes, c'était des reines. Ils étaient forts. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de shefa, autant d'abondance. Que ce soit de l'abondance matérielle, que ce soit de l'abondance au niveau de notre liberté d'action, de notre champ d'action, que ce soit au niveau de notre askala, de notre culture, de notre intelligence, ouais, de notre connaissance, de notre faculté d'apprendre. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de taux de dépression, de suicide, lo aleno, de gens qui sont pas bien dans leur nefesh. Quand Rav Wasserman, on raconte Rav Wasserman, un jour, pendant la Shoah, il s'est fait prendre par un nazi dans la rue et il s'est fait rouer de coups. Et quand il s'est fait rouer de coups, le nazi lui a dit « Bah vas-y, maintenant remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu de ce qui t'arrive. » Et il a dit la phrase suivante. Il a dit « Tout le temps où je serai à ma place et pas à la tienne, alors je continuerai de remercier mon Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est. Il se connaît sa valeur. Il sait qu'il est le Ben Bechor, le Ben Yachid d'Akadosh Baruch Hu. Il sait qu'il est le Ben Meler. Il n'a rien besoin de prouver. On raconte une autre histoire. Rabbi Menachem, je ne me rappelle plus son nom, Mechila, pour les tzaddik. C'était le fils du Imre Emet, si je ne me trompe pas. Et quand ce tzaddik-là, il était dans les camps. Il était dans les camps et il avait autour de lui tout un groupe de talmidim. Tous les jours, il étudiait avec eux ce que c'était la sanctification du nom divin. Comment mourir Bekidush Hashem. Il les a tellement remplis d'amour de cette mitzvah-là qu'au moment où Bémet, on est venu les chercher tous pour les amener à la mort, ils se sont mis, c'est pas qu'ils se sont levés, ils se sont mis à courir pour y aller. Pris d'une frénésie, d'une euphorie de donner leur vie à Hachem. C'était pas dans le plan des nazis. Comment c'est possible que les juifs y courent vers les chambres à gaz? Ils sont censés y aller tête baissée, mouche-palim, en pleurant. Ça va pas. Donc ils se sont énervés contre eux. Il n'y a rien qui pouvait les arrêter. À tel point qu'à un moment donné, un des chefs nazis a voulu les arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bébé des bras de sa mère et il l'a jeté aux pieds de Rav Mendel qui courait en tête de tout le monde. Rav Mendel, Kamouvan, qu'il ne pouvait pas marcher sur ses bébés, il s'est arrêté. Il a pris le bébé et il s'est retourné vers tous ces talmidim. Et il leur a dit comment le soleil sait-il qu'il est le soleil? Comment le soleil peut percevoir sa force et son éclat? Il dit par le simple fait qu'il voit que les personnes ne peuvent pas le regarder en face. Quand le soleil voit que les personnes ne peuvent pas le regarder en face, qu'ils aient besoin d'un écran protecteur, des lunettes, de quelque chose qui fasse écran, alors il comprend son éclat. Il dit, qu'est-ce qu'un enfant? Comment nous, on comprend qu'on a le Tselem Elohim? Comment on comprend qu'on a à l'intérieur une Neshama qui est une parcelle divine qui éblouit le monde par le fait que les Ummot ne peuvent pas nous regarder en face? Donc comme cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait? Un bébé, il n'a jamais connu aucun chet dans sa vie. Comment on peut dire qu'il est coupable de quoi que ce soit? Il n'est pas coupable. Alors pourquoi? Pourquoi on veut le tuer? Parce qu'il représente cet éclat-là, parce qu'il représente cette force, parce que parce qu'il est Yehudi,
Et quand on est Yehudi, on éblouit le monde. Et tous ceux qui se sentent amoindris, qui ne sont pas, dans lequel le nefesh est faible, comme les nazis, ils ne peuvent pas contenir cette force-là. Donc ils tuent. Donc, en fait, le message de Rav Dessler, il est très clair. Il te dit, toi, tu crois voir le monde tel qu'il est, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu vois, il est tel que toi, tu es. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas refléter un manque, un déséquilibre, une défaillance à l'intérieur de toi. Tu vas le projeter sur l'autre et ça va t'amener en fait à vouloir changer l'autre. Mais si tu comprends que le problème, il est chez toi, alors tu as une chance réellement de pouvoir changer le monde qui t'entoure. Et c'est ce qu'elle dit la Torah quand elle dit Kemaim panim le panim, kachlev adam le adam. Le visage d'un homme, comment on traduit ça? Kemaim panim le panim. Le visage d'un homme se reflète. On se reflète dans l'eau exactement de la même manière que les cœurs se reflètent. C'est ça. C'est-à-dire que les cœurs se reflètent de la même façon que mon regard se reflète dans l'eau, alors mon cœur se reflète de la même façon dans le cœur de l'autre. Très souvent, je rencontre des personnes qui ont un malaise, qui ont des conflits avec leur entourage et qui se plaignent de leur mère, de leur belle-mère, de leur mari, de leurs enfants. Et la première phrase que je leur pose, c'est « Efo ze pogesh otar ». Toi, où t'en es avec ça? Parce que lui, il est lui. Mais toi, qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur? Peut-être que si tu souffres de l'abus des autres, c'est parce que toi, tu manques d'assertivisme, parce que toi, tu manques d'affirmation de toi. Peut-être que si tu souffres que les gens ne t'aident pas assez, c'est parce que quand toi, tu demandes de l'aide, tu te sens amoindri, tu te sens, ou tu as peur d'être redevable. Dans tout ce que l'extérieur nous reflète, c'est qu'à l'intérieur, il y a un déséquilibre. Et je peux passer mon temps à frotter le miroir, mais ça ne fera pas partir la tâche, parce que la tâche, elle est à l'intérieur. Rentre à l'intérieur, prends le temps de l'Eidbonen, de réfléchir. Pourquoi, quand ton mari il te dit précisément cette phrase-là, ça te fait sauter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton émotion? Qu'est-ce qui se passe dans ton système de pensée? Ou qu'est-ce qui se passe dans ton monde? Parce qu'à partir du moment où tu commences à résoudre cette énigme, c'est là-bas la clé pour pouvoir arranger le conflit. La tâche, elle n'est pas chez l'autre. La tâche, on peut appeler ça une tâche, elle est dans l'image que tu as de toi. J'ai beaucoup de femmes qui se plaignent très, très souvent. Pourquoi? Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. La plainte qu'on reçoit le plus souvent, c'est quoi? Mon mari n'est pas suffisamment attentif à mes besoins. Il ne me fait pas suffisamment de cadeaux. Il ne comprend pas ce dont j'ai besoin. Et je la regarde et je lui dis, ok, et alors, de quoi tu penses que tu as besoin? Et à partir du moment où je leur pose la question, elle me regarde, mais comme si je leur ai demandé quel est le nom du chien d'Aristote, tu vois. Et elles me disent, mais je sais pas, mais s'il m'aime Bémet, il devrait être plus devant de mes besoins. Lui, il devrait comprendre. Lui, il devrait comprendre. Il devrait mieux savoir que moi quels sont mes besoins. Non.
un davar kazé. À part toi, il n'y a personne qui peut savoir exactement ce dont tu as besoin. Seulement quoi? Comme tu te sens coupable d'avoir tes propres besoins, comme tu te remets en question de la légitimité de tes besoins, alors tu préfères qu'ils prennent la décision à ta place. Au moins, ça te décharge de la responsabilité de décider, de prendre la responsabilité de dire, là, je m'arrête, là, c'est moi. Là, j'ai un besoin. Seulement quoi? Nous, on adore parler en code. Voilà, on adore parler en code. Qu'est-ce qu'on fait? Notre mari, il est là et on va venir frotter à côté de lui et ramasser. Et on va bien lui tourner autour pour qu'il comprenne le message, qu'il doit se lever et nous aider. Et on n'oublie surtout pas de soupirer une fois toutes les 10 secondes. Nahon ou pas? Et on prie pour que il décide lui-même de venir nous aider sans qu'on ait besoin de lui demander. Tu veux quelque chose, tu demandes clairement, ça t'amoindrit pas. Ça fait juste, ça te remet juste dans ta place d'être humain. Ça te remet juste dans un contexte que tu es limité. Seulement, on n'aime pas se dire qu'on est limité. On aime savoir qu'on est des Wonder Woman. Seulement, on ne tient pas la route avec ça. Donc, on est Wonder Woman jusqu'à un certain temps, et au bout d'un moment, il est censé comprendre par lui-même. Ben non, il ne comprend pas par lui-même. C'est toi qui lui dis. Et à part cas pathologique de borderline ou de pervers narcissique, un homme, il veut satisfaire sa femme. Un homme veut rendre sa femme heureux, mais il a besoin qu'on soit clair. Et pour être clair avec lui, il faut qu'on soit clair avec nous. J'ai une amie qui s'appelle Axel, grande éducatrice, grande conseillère éducative, Gam. Axel, elle m'a dit un jour, Cécile, la vie c'est comme un échiquier. C'est quoi un échiquier? C'est quoi des échecs? Est-ce que quelqu'un sait jouer aux échecs ici? Alors, j'explique très brièvement. Je aux dames. Hein, aux dames, ouais. Un peu moins égaré, alors. C'est pour ça qu'on a pris les échecs. Alors, les échecs, c'est comme ça. On a un échiquier, forcément, une tablette. Le but du jeu, c'est de capturer le roi de l'adversaire. Pour l'adversaire, de capturer mon roi. D'accord? Pour ça, j'ai plusieurs pions qui se réfèrent aux personnages qui entourent le roi. J'ai le cavalier, j'ai le fou du roi, j'ai quoi? La tour. Voilà. Maintenant, la particularité par rapport... De quoi? La dame, la reine. La reine. La particularité du jeu d'échecs par rapport aux autres, aux dames, c'est que dans les échecs, chacun a sa propre façon de se déplacer. Le cheval, il se déplace en L, la tour, elle se déplace à l'horizontale ou à la verticale sur une longue, plus ou moins longue distance. Le cavalier va se déplacer en diagonale. Bref, chacun a sa façon de bouger. Okay. Maintenant, il peut arriver que dans mon jeu d'échecs, je suis coincée. C'est quoi que je suis coincée? C'est-à-dire que encore 1 ou 2 tours et on va me bouffer mon roi. Si je suis une mauvaise joueuse, je bouge mes pièces comme je peux les bouger avec tout le désespoir. Et je me fais bouffer mon roi. Si je suis une bonne joueuse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouger un pion, le bon. C'est quoi le bon? C'est le pion, en fait, qui va me permettre non seulement de sauver mon roi, mais peut-être aussi de mettre en péril le roi adversaire et la pièce qui mettait mon roi en péril. Ça veut dire quoi? La vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand toi, tu bouges un pion, c'est toute la donne qui change. Mais il faut bouger le bon pion. Albert Einstein, il disait, on ne peut pas solutionner un problème avec les mêmes moyens qu'on a mis en œuvre
pour créer ce problème. S'il y a un tfous, un système qui revient constamment et qui me dérange, c'est peut-être parce qu'il y a une défaillance dans le système qu'il faut changer. Et la avodat amidot, c'est pas de réfréner ma colère en continu. C'est pas de me taire quand j'ai envie de parler. C'est pas de fuir. La avodat amidot, c'est savoir bouger son pion au bon moment. C'est connaître sa donne. Et en connaissant ma donne, ça va me permettre de faire le bon geste, d'avoir le bon mot, celui qui correspond à la clé de la problématique. La personne en face de moi, c'est le miroir le plus parfait que je peux rencontrer. C'est-à-dire que à travers son action, à travers ce que son action réveille chez moi, c'est ça qui va me permettre d'en savoir plus sur moi. Par exemple, un jour, j'étais dans le bus et il y a une dame qui est montée dans le bus, une chassida, je pense que ça devait être Netouré Karta, je sais pas, enfin bref, elle est montée avec tous ses enfants. Et je la regarde, et puis je sens à l'intérieur, je sais pas, ça grince comme ça. Il y a quelque chose qui me dérange, et je commence à être pleine d'hostilité. Moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je la regarde et je dis, ah, c'est contre elle que... Ouais, je lui en veux. Maintenant, on ne s'est pas parlé, elle ne m'a pas regardé, elle ne m'a jamais vu de sa vie, elle ne me connaîtra jamais, rien. Mais je ne sais pas, elle a réveillé quelque chose en moi de... Alors j'essaye de comprendre, parce que je ne vais pas rester comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me dis, oui, c'est parce qu'elle est austère comme ça, elle dégage beaucoup d'austérité. Puis je la regarde, et puis je vois qu'elle est en train de faire à son bébé, là. Et je me dis, non, c'est pas vrai, elle n'est pas austère. Ah, mais elle est là avec tous ses enfants, et puis ça fait du balagan, et ça fait du mouvement. Et puis je vois, non, c'est pas vrai. Ils sont Besséder Gamour, ils sont bien éduqués, ils sont... Alors, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très profond à l'intérieur, que cette femme, la pauvre, qui avait rien fait, elle avait réveillé chez moi. Juste par sa présence, sans même avoir dit un mot. Ça m'a pris beaucoup de temps, jusqu'à ce que je sache. En général, c'est un talir parce que c'est des choses qui sont tellement, comme Sarah Imenou, qui sont tellement refoulées, que jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, il faut du temps. Mais c'est Besséder. On réfléchit au fur et à mesure et on s'arrête. On s'arrête de rejeter la responsabilité sur l'autre. Parce que c'est moi qui ai la responsabilité de mes émotions, c'est pas l'autre. Maintenant, si j'ai une émotion X par rapport à cette personne, c'est moi qu'il faut que j'interroge, c'est pas elle. Vous voulez savoir pourquoi? Ok. En fait, l'histoire, c'était très simple, c'était que de sa présence, elle était différente du monde qui l'entourait. Et donc, elle représentait pour moi une certaine sorte d'affirmation de soi. C'était à cette période-là, précisément, une période où je manquais énormément d'affirmation de moi, où je me reprochais de manquer d'assertivisme, de manquer d'affirmation. Quand elle est rentrée, c'est la première chose, ça m'a pris à l'intérieur. Ça n'avait rien à voir avec elle. Et en général, ça n'a jamais rien à voir avec les autres. C'est là que ça se passe. Reprendre le contrôle de son émotion et améliorer ses midotes, parfois ça veut dire prendre confiance en soi, ça veut dire être plus positif, ça veut dire gagner en affirmation de soi, ça veut dire gagner en organisation, gagner en n'importe quel point qui chez l'autre, quand je le vois chez l'autre, ça me fait sauter. Pour la petite blague, j'ai lu une petite blague il y a 2 jours. C'est un jour un homme qui a des doutes sur sa femme, est-ce qu'elle entend bien?
Il est sûr qu'elle devient de plus en plus sourde, elle vieillit, elle devient sourde. Il est très embêté quand même, parce que comment il va lui dire ça, comment il va dire ça aux enfants, c'est délicat, très délicat, et puis surtout qu'il n'est pas sûr en plus. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un médecin, et le médecin lui dit, écoute, c'est très simple, ce que tu fais, tu te tiens à la maison à une certaine distance d'elle, tu lui parles et tu vois sa réaction. Au fur et à mesure que tu te rapproches, tu continues de lui parler et tu évalues son niveau de réaction selon la distance. Et comme ça, tu pourras évaluer son niveau de surdité. Ok, il rentre à la maison. Et puis elle est là dans la cuisine, en train de préparer à manger. Et il se met assez loin quand même, à une vingtaine de mètres. Il se met dans le salon. Et puis il lui dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas de réaction, rien. Bon, ça s'annonce mal déjà. Il se rapproche dans le couloir, un peu plus près de la cuisine. Il lui dit, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Rien. Bon, là il commence un petit peu à baliser. Il rentre dans la cuisine, enfin à l'entrée de la cuisine. Chérie, on mange quoi ce soir? Je sais pas. Elle continue à faire ce qu'elle a à faire, à lui donner le dos. Rien du tout. Et là, bon, il comprend qu'il y a quand même un sérieux problème. Il va falloir assurer, il va falloir changer certaines dispositions dans la maison, il va falloir investir dans un appareil auditif, il va falloir prévenir les enfants que... Il s'approche de la table, vraiment, vraiment pas très loin d'elle, et il lui dit de plus en plus fort, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Rien, lui. Là, c'est vraiment la catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, bon, je dois voir maintenant si elle est complètement sourde, ou peut-être qu'il n'y a rien à faire, ou alors évaluer, peut-être que de très très près, elle peut m'entendre. Et il se met derrière elle, et il lui crie dans l'oreille, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et là, elle se retourne, rouge. Elle dit, pour la 5e fois consécutive, Henri, des pâtes! On mange des pâtes! C'est une blague. באמת, c'est ce qui se passe dans la médecine. C'est-à-dire, on met tellement le focus sur ce qui ne va pas sur l'autre, on met tellement focus sur ce qu'on aimerait changer à l'intérieur, qu'on oublie que l'origine du changement, c'est là qu'il se trouve, c'est à l'intérieur. Et qu'à partir du moment où moi, je change mon pion de place, alors toute la donne, elle peut changer. Seulement, si je veux commencer à interroger mon inconscient pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui réveille chez moi des émotions tellement négatives, il faut déjà qu'il y ait une question, il faut déjà qu'il y ait une remise en question, il faut déjà accepter que l'autre, c'est